Allez, cette question à présent, Emmanuel Macron est-il le candidat des puissances de l'argent? Expression employée, vous vous en rappelez, par François Bayrou avant de rejoindre Emmanuel Macron. Et encore hier, c'est Benoît Hamon, lorsqu'il est à Bercy en meeting, qui parle de parti de l'argent. On voit bien qu'il vise notamment Emmanuel Macron. Hervé Nathan, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Donc voilà, il n'y a pas que Bayrou qui a dépeint Emmanuel Macron en candidat de l'argent. Marine Le Pen, tous d'ailleurs, oui. C'est l'argument massue, on va dire. Macron et l'argent, c'est devenu quasiment un élément de langage, l'argument massue de tous ses opposants. Même encore une fois, on voit hier Benoît Hamon, quand il était à Bercy, qui parle des partis de l'argent dans son viseur, évidemment. Il y a notamment Emmanuel Macron. C'est efficace, cet argument massue. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Alors, c'est pas réducteur de le qualifier comme ça, non? C'est de bonne guerre. C'est toujours réducteur. Disons qu'il y a deux candidats. Pour moi, il y a deux candidats de l'argent, au sens deux candidats qui vont favoriser les personnes, enfin les ménages les plus riches et éventuellement les plus gros dans les plus grosses entreprises. C'est François Fillon et Emmanuel Macron. Alors nous, on est allé voir dans un article ce que pensait non pas ce que pensaient les forces de l'argent. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est ça qui est drôle, c'est que on parle des forces de l'argent, mais c'est comme le système. C'est qui les forces de l'argent? Mais non, c'est pas le système. C'est qui les forces de l'argent? Les forces de l'argent, c'est les gens qui ont de l'argent et qui font du lobbying, grosso modo, ou qui s'intéressent à l'avenir de leur argent. C'est quelque chose de tout à fait respectable. Il n'y a pas de... Non, dans les forces de l'argent, évidemment, il y a une charge idéologique extrêmement forte, mais il y a aussi une réalité qui existe, on peut la toucher. On va voir, il y a une presse qui fait profession de conseiller les gens pour dire votre argent, vous devriez plutôt le mettre là. Il y a une industrie, notamment une industrie financière, qui cherche à avoir la meilleure valorisation, le meilleur rendement pour les placements. Bon, c'est ça les forces de l'argent, tout simplement. Il n'y a rien de honteux, on sait. D'ailleurs, en plus, on peut même les identifier. Ce sont les banques, les compagnies d'assurance, les conseillers en placement financier pour les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement et puis aussi les conseillers pour les fonds personnels. On va les passer en revue. C'est les gens qui ont intérêt à ce que leur argent prospère. On va les passer en revue tous un par un pour voir quels sont leurs intérêts. Voilà, est-ce que c'est pas quand même réducteur parce que son programme est quand même beaucoup plus large. On n'est pas là pour le défendre, mais le droit au chômage pour les professions indépendantes, pour ceux qui démissionnent, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, la réduction des charges sociales, bon, certes compensée par une hausse de la CSG, c'est pas un mauvais procès qu'on lui fait. On peut dire que son programme est attrape-tout, mais non. Ah non, le programme est plus cohérent qu'on ne pense. Moi, je suis allé donc interroger Philippe Aghion, qui est professeur au Collège de France. Je pense que vous l'avez déjà reçu ici. C'est une sommité de l'économie en France. Hein. Il y a Thomas Piketty, Philippe Aghion, Jean Pisani-Ferry, etc., etc. Ils sont une dizaine comme ça à dominer la scène. Philippe Aghion, il conseille... Et qui conseille Emmanuel Macron. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, oui, nous voulons débloquer, je résume, et je caricature à la limite, nous voulons débloquer la société d'économie française, et donc, effectivement, nous voulons que les opérations en capital, ça c'est pas son langage, mais c'est le mien, les opérations en capital soient facilitées, fluidifiées, et que l'argent aille là où c'est utile pour l'économie. Ça, c'est un but qui est idéologiquement presque neutre. Oui, effectivement, l'argent, si vous demandez à Mélenchon, lui aussi pense que l'argent doit aller là où c'est utile à l'économie. De certaine manière, ça c'est un but commun à tous ceux qui ont à gérer la puissance publique, enfin qui ambitionnent de gérer la puissance publique. Il y en a un qui prend 90% voilà. De je ne sais combien de milliers d'euros de gagnés par an. Oui, il y en a un qui dit j'ai besoin de l'argent, donc je le prends là où il est et je le mets là où il doit aller. Ça, c'est autoritaire, c'est la façon c'est Jean-Luc Mélenchon, on va dire. Voilà, ça c'est une manière, mais c'est d'une certaine manière, on peut aussi considérer, si on considère Mélenchon, là on est en train de sortir du sujet, mais si on considère les buts de Mélenchon, les buts de Mélenchon sont les mêmes au fond que ceux de... Mais pas les mêmes outils. Pas les mêmes outils. Et quand on regarde les outils, on est bien obligé qu'effectivement de regarder que même s'il y a effectivement dans le programme des choses qui concernent les classes moyennes, voire les classes populaires. Personne ne nie ça. Bon, la taxe, vous les avez cités, la taxe d'habitation notamment réduite supprimée pour 80% des ménages. On est d'accord, mais c'est quand même intéressant d'aller voir quel est le traitement spécifique qui serait réservé en cas d'élection d'Emmanuel Macron aux gens qui en ont, voilà, aux gens qui ont du bien, aux gens qui sont déjà tout en haut de la société. Voilà. Et de quoi on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, dans le but que j'ai énoncé tout à l'heure, il y a un traitement qui est réservé aux forces de l'argent qui est quand même extrêmement favorable. Je vais prendre un exemple. Comment Suède, pardon, avant l'exemple, comment Suède? En fait, le modèle social suédois est un peu justement ce vers quoi souhaiterait aller Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'ISF en Suède. Ça, c'est le modèle revendiqué. Ça, c'est le modèle revendiqué par Philippe Aghion en disant, regardez, on va faire comme en Suède. Mais
c'est toujours le même problème. Avec la Suède, comme pays, la Suède, il n'y a pas oui, d'ISF. c'est tout à fait le prélèvement sur les capitaux, sur l'épargne, c'est même moins que 30%, c'est 27%. Oui, absolument. Et il n'y a même pas d'ISF et il n'y a pas non plus, il y a pas d'impôt sur les successions. C'est vrai, c'est exact. La critique qu'on peut faire, c'est que le jour où on prend l'ensemble, si on prend le modèle suédois, on le prend dans son ensemble. Je vais donner un exemple. Je vais donner juste un exemple. En Suède, ce sont les syndicats qui gèrent l'assurance chômage entièrement. Ce n'est pas le patronat et les syndicats, ce sont les syndicats. Et ce qui permet d'avoir 90% de syndiqués dans les entreprises, parce que si vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas droit à l'assurance chômage. Voilà. Ça change tout. C'est très différent du modèle que préconise M. Emmanuel Macron, puisqu'il dit, moi je vais nationaliser, non seulement parce que déjà je trouve que les patrons ne gèrent pas bien, mais moi je vais gérer encore mieux et encore plus serré. Voilà. Donc ça, c'est une différence. Dans ce cas-là, et on dit, et par ailleurs, il y a quasiment un monopole syndical, ce qui fait qu'il y a un vrai rapport de force pour les salariés par rapport aux actionnaire. Ça, c'est le modèle suédois. Je n'entends pas dire, de la part de M. Macron, qu'on va faire un seul syndicat en France qui aura la gestion monopolistique de l'assurance chômage. Le jour où on aura ça, on dira, tiens, c'est un social-démocrate. Parce que la social-démocratie, c'est ça. Donc on revient aux riches. Alors, riches actionnaires, gros épargnants, banquiers, assureurs, c'est vraiment eux qui sont gâtés. Parce qu'on enlève l'ISF sur les portefeuilles financiers. Non seulement c'est les riches, mais c'est les très riches. Je vais prendre un exemple, celui de l'ISF. L'ISF, François Fillon dit, moi je supprime tout l'ISF. 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Monsieur Macron dit, je ne supprime l'ISF que sur les valeurs mobilières. Donc on va garder l'ISF sur l'immobilier. On pense qu'on restera au niveau actuel, 1,3 million d'euros de fortune, de seuil, etc., avec les abattements qu'on connaît. Donc passons. Mais qui seront les meilleurs, qui profitera le plus de cette mesure? Eh bien, selon Christian Eckert, qui l'a dit devant quelques journalistes, d'après les calculs de Bercy, ce sera 1%, ce sera la partie la plus petite et la plus riche parmi les assujettis à l'ISF. Je m'explique. Il y a 340 000 assujettis à l'ISF en France, et la très très grande majorité des gens qui payent l'ISF, je n'ai pas dit ceux qui payent le plus l'ISF, qui payent l'ISF, ce sont des gens qui ont de l'immobilier. D'accord ? Et ceux qui payent énormément d'ISF sont très peu nombreux, et ils ont majoritairement des valeurs mobilières, c'est-à-dire des actions, des obligations, des portefeuilles financiers qui font tourner, qui leur apportent beaucoup d'argent. Le cadeau est pour eux. Voilà, le cadeau est pour eux. Attention, c'est 3 400 personnes, 1% des 340 000 assujettis à l'ISF, c'est seulement 3 400 personnes. Le coût, c'est entre 2 et 3 milliards d'euros. Vous imaginez ce que veut dire, pour l'année 2018, un cadeau de 2 à 3 milliards d'euros pour 3 400 personnes. Bon, un peu plus parce que c'est le noyau et puis ça va s'élargir un petit peu, tout le monde a un petit peu d'action. Mais ce sera fondamentalement ça. De la même façon, le prélèvement libératoire. Le prélèvement libératoire, c'est un peu la même chose. 30%, oui. Mais il y a plein de gens qui sont dedans, il n'y en a pas 3 000 là pour le coup. Alors, les 30%, c'est assez intéressant. Les gens qui, là, on parle de... Donc un taux forfaitaire sur les gains en capitaux, sur les revenus d'épargne. Justement, il y a plein de gens qui ont de l'épargne sous forme d'assurance vie et qui attendent 8 ans et qui ont un taux d'imposition de 23%. On est d'accord ? Donc c'est le taux d'imposition moyen, donc qui fait que vous avez un taux je parle avec la CSG, là, d'accord ? En passant à 30%, avec la CSG compris, c'est ça qui est important, en passant à 30%, ceux qui sont vraiment avantagés, ce n'est pas ceux qui attendent 8 ans, c'est ceux qui ont des très gros portefeuilles et qui sont, et qui n'attendent pas les 8 ans et qui sont imposés, eux, à 45%. Parce qu'actuellement, quand on n'a pas le taux libératoire et quand on attend 8 ans, eh bien on est imposé sur les revenus du capital ou de l'épargne, vous prenez l'expression que vous voulez, on est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu. Pour les gens très riches, c'est 45%. 45% plus 15% de CSG. Ça fait donc 60%. Voilà. Là, on divise par 2 l'imposition. C'est-à-dire que pour favoriser effectivement la circulation du capital, parce que pour avoir interviewé Philippe Aghion, c'est effectivement qui ça, il dit moi je veux que il faut que le capital circule pour qu'il aille s'investir là où on en a besoin, donc on revient toujours au même but, mais qui s'enrichit au passage d'abord et en premier lieu, ce sont les très riches, et qui va rester grosso modo dans une situation similaire, et ben ce sont plutôt c'est pas les pauvres, mais c'est les classes moyennes supérieures, les gens qui réussissent à amasser, qui épargnent, et qui épargnent sous forme d'assurance vie, ou qui ont de l'immobilier. Voilà. Et grosso modo, ceux qui vont rester à peu près dans la même situation sont des gens qui sont moyennement, qui sont relativement riches, mais pas extraordinairement riches, mais les très 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 riches
vont sûrement avoir un énorme avantage à voir Emmanuel Macron comme président de la République. Voilà, c'est ça les forces de l'argent. Je n'ai pas dit que c'était de la complicité, je n'ai pas dit qu'il y avait un projet épouvantable et il y a un complot chez ces gens-là, mais ce sont les forces de l'argent poussent à ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les cadeaux qui sont faits aux banques et aux assureurs, c'est un peu technique là pour alors le là, coup, on rentre mais dans les techniques. c'est pas un vrai cadeau. Alors pour le coup, on sent un peu le lobbying quand Et même. On sent un petit peu le lobbying sur par exemple, il a promis, il y a un truc un peu technique et de dire on va renationaliser l'encadrement des règles des banques, c'est-à-dire les règles prudentielles des banques, combien elles doivent mettre de côté, qu'est-ce qu'on compte, les fonds propres, etc. Là, on rentre dans la technique. Et pour être dans la technique, ça veut dire que pour faire une proposition pareille, il faut avoir vu des banquiers, il faut les avoir écoutés, il faut avoir intégré leur argumentaire. Et ça veut dire que d'une certaine manière, là pour le coup, on peut soupçonner. Pour qu'il y ait plus de crédit, justement, que ça distribue à l'économie. Le crédit, contrairement à ce qu'on raconte, quand on va voir les statistiques de la Banque française, la Banque de France, pardon, on s'aperçoit que les PME, que le crédit, il y en a. Il y a juste un problème, c'est comme il n'y a pas de croissance, eh ben, il n'y a pas de projet. Comme il n'y a pas de projet, il y a moins de demandes de crédit. Mais quand les entreprises demandent des crédits sur des projets, il y en a. Il y a de l'argent. Voilà. Donc c'est un peu exagéré. Voilà. Et donc il y a quand même une sensibilité dans l'entourage de Macron à l'argumentaire de certains groupes de pression. C'est ce que je veux noter.